cette montagne appartenait à un grand propriétaire de la vallée de Champollion. Et avec l'arrivée de la Révolution française, les terrains lui ont été confisqués et ont été attribués à toutes les familles des villages qui entouraient la montagne. Donc aujourd'hui, il y a en gros 22 propriétaires indivis et donc c'est géré, l'AFP est géré par un conseil d'administration. La location, elle est de 3 900 € par an. Mais la vente de bois permet de se faire un matelas qui permet de faire un peu des travaux. C'est quand même malgré tout une propriété qui est très boisée pour une propriété d'alpage et ça pose d'ailleurs pas mal de problèmes pour faire du pastoralisme parce que donc le fait que ça soit énormément boisé pour garder les moutons c'est très pénible. Donc ensuite on voit nettement donc, tout ce qu'il y avait dessous la cabane est là, hein, avec celle-ci là. Tout ce qu'il y avait dessous la cabane ici, il y avait très peu d'arbres, maintenant c'est que c'est complètement fermé. Et ici, bien entendu, donc toutes ces côtes-là, ça c'est complètement fermé. Il y a quelques années, donc, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans toutes ces zones de jeunes arbres, effectivement, qui avaient gagné. Alors au moment où, effectivement, on a commencé à voir qu'est-ce qu'on pouvait faire là, c'était déjà bien trop tard pour imaginer des travaux de débroussaillement où on aurait effectivement carrément coupé tous les mélèzes ou les broyés. Et donc voilà, à quoi ont consisté ces travaux donc? Ils ont consisté donc à diminuer la densité des arbres de façon à conserver en sous-étage donc un tapis herbacé puisqu'il était acté que de toute façon on était déjà au prébois et que ça ne serait jamais plus de l'Arne. Ça c'était donc, on allait diminuer et on allait essayer donc dans ces zones-là de conserver le pâturage et une valeur agronomique au pâturage le plus longtemps possible. Donc en diminuant la densité de façon à ce que la lumière arrive au sol et que le tapis herbacé soit encore à peu près correct. Et puis, donc, ça aurait posé problème, effectivement, de laisser les rémanents comme en forêt, parce que les brebis, ça les gêne et tout. Bon. Donc là, on n'était pas très loin, puisqu'on venait en tracteur jusqu'au pied de cette petite côte là. Les bois ont été sortis dans les premières opérations, et donc on profitait aux gens de l'AFP pour se chauffer. Et puis donc, dans la même opération, donc, il y a eu un élagage à 2 mètres ou à 2,50 m, des branches basses, et puis ramasser les rémanents. Donc on a fait ramasser les rémanents, c'est ce qui a coûté un petit peu aussi des sous à l'opération, mais c'est l'objet sylvo-pastoral, c'est la partie pastorale de cette opération, de façon à essayer que le sol soit le plus proche possible. Alors les rémanents, ils ont été mis en tas pas n'importe où, la plupart du temps, donc soit vraiment au pied des arbres, où déjà bon, il n'y a plus d'herbe, et puis sinon on les mettait sur des taches de rhododendron ou de genevrier rampant existantes, puisque bon, là il n'y a plus d'herbe et que ça aurait tendance à gagner. Et sur les 65 hectares, on a traité 51 hectares. La totalité donc des travaux, c'est 51 hectares, il s'est dépensé donc en tout. Alors ça, il a été investi donc 82 000 € de travaux. Et les coûts hectares, alors ça dépend de l'entreprise que vous faites travailler. Ça va de 2500 € à l'hectare. En 94. Et les moins chers, ils sont aux alentours de 1000 € dans des zones relativement basses. Bon, ça ne fait pas des coûts énormes. 81 000 €, on a l'impression que ça fait beaucoup. Non. Mais ça, c'est le coût réel des travaux. Donc, en gros, la FP, elle, ça y a coûté 15 000 €. Il y a eu plusieurs coupes, toutes prévues dans un plan de gestion. Donc, en tout, sur cette forêt, en 20 ans, on a exploité 2950 m3 de bois, quand même. Ça a généré
75 000 € de revenus. 2600 à 20, ils sont 22 et ils touchent 2600 € à 22. C'est pas mal du tout, hein. S'il y avait juste du revenu pastoral, ce serait pas autant. Ah non, s'il y avait du revenu pastoral, on est en déficit. Bah oui. Non, en plus, on peut quand même, il est quand même normal qu'à un moment, pour qu'il y ait toujours du revenu pastoral un peu, il y ait quand même un peu la forêt qui aide. Il faut quand même aussi savoir que ce qui a permis quand même la gestion forestière ici, et ce qui le permet moins plus bas où il n'y a pas de structure de regroupement propriétaire, c'est que donc en 20 ans, on a fait donc 2 plans SEM de gestion, on va arriver au 3e. C'est une gestion qui est concertée, à chaque fois on met des coupes relativement grosses, des coupes commerciales, et qu'on ne pourrait pas faire individuellement, parce que l'année où le propriétaire X est d'accord pour vendre, le propriétaire Y n'est pas d'accord, et donc c'est un autre type de gestion. Là au moins il s'est intégré, en plus, et donc plus loin on va sur la réflexion donc, de la répartition et surtout de comment on met le revenu pour l'entretien des choses. Au Kéra, les quelques coupes forestières qu'on voit chez des privés, elles ne sont pas de nature à celles qu'on a fait en bas. Là, ici, c'est quand même une gestion qui est intégrée, qui est respectueuse du développement durable de la forêt, avec un plan de gestion qui est agréé. On serait dans une zone Natura 2000 ou pas d'ailleurs, ça serait intégré au plan. On discute avec les agents du parc, même si on n'est pas dans la zone centrale, donc par rapport au tétra. Donc c'est quand même tout un tas de choses qui concilient d'une part la production, mais d'autre part aussi le respect de l'environnement. Il n'y avait plus rien du tout dessous, avec des arbres pas très beaux. À ce stade-là, donc on a fait 2 interventions en coupe d'éclaircie. Là, on a à peu près entre 150 selon les endroits jusqu'à 250 hectares. Hein. Donc c'est pour des arbres de cet âge-là, à peu près la densité en mélèze qu'on a. Donc c'est une sylviculture normale. C'est tout à fait compatible avec le pâturage. Hein. Puis on voit bien, on voit quand même qu'il y a de la réserve fourragère. Les années sèches, en forêt, c'est quand même pas mal parce qu'il reste toujours une ambiance un peu plus humide. Les années où c'est vraiment très sec, on peut avoir de l'herbe quand on en a plus dans la montagne. Donc ça peut être un complément. L'ONF intervient pas. Non, la forêt privée, l'ONF intervient pas. En fait, on marque les arbres à abattre au marteau ou à la peinture, ça dépend. Ensuite, on fait une estimation bloquée sur pied des quantités et des qualités. Et on met un appel d'offres avec un prix minimum qui est fixé avec le président avant la mise en vente. Et on vend au plus offrant dans la mesure où il est supérieur à ce prix minimum. Là, on est quand même dans des endroits où il faut que les gens arrivent à comprendre que c'est de l'exploitation classique et qu'il y a de la contrainte, il y a des branches, il y a un peu de boue à un moment et que ça va disparaître, mais on ne peut pas faire du parc et jardin sur l'ensemble des Hautes-Alpes. Alors dernière chose, je voulais quand même vous parler par rapport à la forêt. C'est avéré que la forêt, pour un propriétaire qui n'avait pas ses moutons, puisqu'il y en a, et qui ne venait pas souvent là, c'était un peu abstrait. Donc, pour sensibiliser les propriétaires à leur forêt, pour leur faire prendre conscience que c'est un bien, que ça doit se gérer, que c'est vivant, on va tenter des opérations groupées de sièges mobiles. Donc l'idée, c'est que les propriétaires viennent chercher dans leur forêt du bois scié qu'ils nous ont commandé. Donc dans un premier temps, comment ça se passe? On fait un appel à candidature auprès des membres de l'association pour ceux qui seraient d'accord de participer à une telle opération, qui ont besoin de bois scié. Le propriétaire, lui, il payait son lot de bois scié, un forfait, un temps, avant de commencer. L'exploitation forestière du bois pour la porter à Port-de-Scie, on la couple avec une exploitation forestière commerciale. Donc ça, c'est des opérations qui sont bien parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les propriétaires, enfin, ils voient ce que leur forêt peut produire. Ils mettent, comment dirais-je, une image sur leur forêt. C'est des planches, c'est des poutres. C'est quelque chose qui m'a permis de faire un meuble, une terrasse, une barrière, un platelage. Bon, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que donc, ça permet effectivement d'exploiter du volume un peu différemment. Et la troisième des choses dont on s'est aperçu après coup, c'est que ce bois qui était scié fait vivre le pays, puisque c'est des menuisiers qui nous l'ont dit. En fait, les gens qui viennent dans ces opérations si mobiles stockent chez eux du bois, s'ils ont la place, pour faire sécher, liteler. Et puis le jour où ils ont besoin de le mettre en œuvre, de faire un meuble ou un escalier, ou j'en sais rien, souvent ils amènent ce bois sec à un menuisier qui fait la prestation de service et qui ne fournit pas le bois.